Bonsoir. Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin dernier. Comment se sont déroulées ces 4 dernières journées pour l'ex-président ivoirien? Retour sur ses premiers jours de Laurent Gbagbo depuis son retour en Côte d'Ivoire. Et ce soir, il sera question de violences domestiques, de viols et des innovations du dispositif légal ivoirien pour la protection des victimes de ces violences. Notre invité est Mao Florentine, épouse Ndibiti, elle est directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oh yeah, j'aurais pu le dire en chanson et en musique, parce que nous sommes le 21 juin et le monde entier célèbre la musique dans son essence et dans sa quintessence. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Je commence par vous, monsieur Kouachi. Bonsoir. Comment Bonsoir, ça Maurice. va? Ça va beaucoup mieux, merci. Cher papa, bonne fête à vous. Hein. Merci à vous. Oui, bonne fête, non, bonne fête. ah oui, sur le plateau, vous vous en souvenez? C'est vrai Mais qu'on oui, mais est on obligé. attendait d'être sur le plateau pour le faire officiellement. Bonsoir, Mais mais, c'était hier. Bonsoir, bah, bonne Ah, bah, fête, c'était hier. messieurs. Merci beaucoup. Merci. C'est triste quand même. C'est triste. Non, mais vous-même, vous ne la célébrez pas véritablement. Donc, Ah Non, ouais. moi j'attendais d'être sur le plateau pour. La fête Non, des mères, Charles, la la fête fête, des mères, c'est non, vous qui là. la célébrez Oui, ou c'est oui. nous qui la célébrons pour vous? mais vous Les gens devez souhaitaient. l'endosser aussi. C'est facile d'être Iforchi. Et là, aujourd'hui, à la limite, qu'on quémande même un Oh, tout petit comme peu. on est Ben, dans le bien groupe, sûr. on vous a souhaité bonne fête. On va revendiquer. Personne n'a répondu à part Effectivement, personne n'a répondu. Guy, voilà. Thank you very much. Mais c'était un message lapidaire. Bon, c'est pas grave. Oui, un Right. message groupé, lapidaire Voilà. en plus. Alors aujourd'hui, on va se célébrer. On va se célébrer en musique parce que justement le lendemain, il y a la fête de la musique. Et j'ai pensé à un côté musique parce qu'on est live talk, on fait de la musique. J'ai pensé à vous ramener un saxophoniste. Il s'appelle Auguste. Auguste. Bonsoir Auguste. Comment ça va? Ça se passe bien? Bonsoir, Auguste. Il est Bonsoir, saxophoniste et à notre touche de musique ce soir sur ce plateau, eh bien, ça sera un petit blind test. Oula. Wow. Avec Auguste, Va être on a chaud, répété va un être certain chaud. nombre de chansons. Donc, et vous, sur le plateau, peut-être les téléspectateurs à la maison, eh bien, vous essayerez de reconnaître ces airs-là qu'on a savamment mixés. Ce sera pas, on a mis des petites difficultés dedans pour que Aïe, ce aïe, soit aïe. difficile à trouver. Indice. Oui. Ivoire, africain. Ivoire, quand même. On va célébrer la musique Que ivoirienne. Ivoire. Que Ivoire, exclusivement Ivoire. Alors, extrait number 1, numéro 1, écoutez ça. Ivoire. Non, Serge, non, pas toi. On écoute et après, on fait le tour de table. Je peux pas le tourner. Mais je laisse, ça me la tête, pourquoi est-ce que je peux pas lever la main? Bon. Merci Auguste. Baïs Pinto. Baïs Pinto. Non, d'abord Serge et Serge. après moi je réponds. Baïs Pinto. Baïs Pinto. Le titre de la chanson. Taxi Sounion. Non, c'est là que ça se gâte. Vraiment. C'est là que ça se gâte vraiment, justement au Kevin. niveau du titre. C'est là que ça Vraiment. se gâte. Serge Kouachi d'abord. Oui. Là, j'ai un gros trou. Je donne ma langue au chat. Je n'ai pas envie de les aider, donc je dis Voilà, rien. donc tu laisses tomber. Deuxième extrait. Ça s'appelle Un mais le titre. Ok, Anouma. Ah non, mais Yes. ok. Je l'ai. Ouah, ouah. La langue. Faut voir ce film. Franchement, c'est pas bien ce que vous faites. Est-ce que Non, j'étais née Sophie, Je donne ma langue, je donne ma langue au chat. Est-ce Vous que l'avez j'étais pas née François Luga. François Louga. Franchement, c'est pas bien. Prochain extrait, Auguste, on va aller rapidement. Prochain extrait. Attention, c'est la fête de la musique, attention. Moi, je l'ai. Sophie, je compte sur vous là. Ah oui, oui, oui. J'ai essayé Médéka, Rafa DJ. Arafat, oui, bien sûr. On a dû faire un tour de table. Oh bon, voilà, Moi, je c'était laisse mon un truc. Le blind prochain test. extrait, Arafat. On est Arafat, d'accord. oui. Sophie, la prochaine chanson, le prochain extrait, c'est juste pour vous. Juste un extrait pour vous. Thank you. C'est José. José, c'est de José. On reprend.
Merci. J'aurais Espoir, pas eu. vous l'avez pas eu. Ah, ben voilà, d'accord. C'est l'extrait Mais non. d'une chanson de José Oui, qui c'est s'appelle José Espoir. Espoir. Merci Ouais. beaucoup, Auguste. Merci. Vous connaissez pas? Si, bien sûr. Merci beaucoup. Non, je connais la chanson, mais je n'ai pas reconnu le joueur. Moi, j'ai reconnu direct. J'ai reconnu direct. Bravo, Auguste. Bravo, Auguste. Notre petit clin d'œil à tous les artistes, musiciens, à tous les fans, à tous les férus de musique à travers le monde, d'ici et d'ailleurs. On avait juste envie de vous faire un petit coucou à travers donc ce live talk. On ne sait pas, d'ici la fin de l'émission, je verrai. Je verrai, un petit à la fin. Sur ce, on va parler de l'actualité. Absolument. Une autre actualité pour la musique? Oui. C'est maintenant. Alors, monsieur, quand même, je vais toujours commencer par vous ce soir parce qu'on va garder le suspense pour nous. Mesdames, le président Laurent Gbagbo, on le sait, on l'a su, est rentré depuis le 17 juin dernier en Côte d'Ivoire, son pays. Eh bien, on se posait la question sur son emploi du temps après ce retour-là. Edith Brou, retour sur les 4 jours après son retour. Les 4 jours qui n'ont pas forcément été aussi mouvementés qu'on l'attendait, mais il y a eu des moments forts dans le discours. Ce discours qu'il a prononcé le jour même, donc le 17, lorsqu'il est arrivé au QG, à son ancien QG de campagne, et qu'il a pris la parole devant ses partisans et tous ceux qui l'attendaient. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit pendant la tenue de ce discours, mais Il y a en une bonne partie du substance... discours qui était inaudible. Ah, qui était inaudible parce que c'était l'effervescence, tout le monde était frénétique parce que forcément il attendait depuis une Puis dizaine les d'années. conditions techniques, pour prendre le son n'étaient pas Effectivement. forcément... Mais ce qu'il faut retenir, c'est vrai que le discours n'a pas été long, mais en substance, il a tenu à dire des phrases, des choses fortes qui lui tenaient à cœur. Et principalement, il s'est d'abord exprimé sur des personnes, en tout cas l'Afrique, qu'il a soutenu dans son entièreté. Et surtout, les Camerounais, c'est ce qu'on a remarqué parce qu'il a tenu également à remercier les Camerounais parce qu'à un moment donné, même lorsqu'il était en Belgique, du fait de ce soutien des Camerounais, les gens même lui ont demandé est-ce qu'il n'était pas lui-même originaire. Il pensait qu'il était originaire du Cameroun. Donc il y a une phrase qu'il a dit qui m'a beaucoup marqué. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, mais j'ai appris en prison que je suis de toute l'Afrique. Donc parlons des Africains. Et il s'est également prononcé sur le décès. Ouais. Le décès des personnes qui lui étaient chères, dont sa mère qui n'a pas pu enterrer parce qu'il était en prison. Et il a également tenu à rendre un hommage à son ancien secrétaire général Abdourahmane Sangaré, qui a enterré sa mère pendant son absence. Et donc il a demandé à son secrétaire général actuel, Aswadou, la permission de prendre quelques jours pour pouvoir pleurer ses morts. Et voilà, donc il a remercié toute l'assistance, c'est ce qu'il faut retenir. Et il a vraiment appelé également à la réconciliation. Très bien. Et puis il y a eu l'escale à la cathédrale. Oui, à la cathédrale ce dimanche. Donc il a participé à une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Et il a reçu de Monseigneur Coutois un chapelet, donc qui représente un peu ce chapelet chapelet de première messe, qu'on appelle chapelet de première messe. Et donc on dit qu'il rentrait, un retour vers l'Église catholique. Bon, ça reste à voir, on attend bien sûr confirmation, mais c'était un geste symbolique parce qu'on sait qu'il est évangélique. Et on sait également que Charles Bégoudé aussi s'est fait baptiser récemment au sein de l'Église catholique. Donc des messages forts, des actes forts. On attend de voir la suite donc, dans les prochains jours. Est-ce qu'il se rendra comme prévu dans son village pour pleurer sa mère, par exemple. Donc on verra bien. Et puis justement, parler de paix et de réconciliation, dans la déclaration du cardinal Jean-Pierre Coutois, il y a également ces mots-là qui sont revenus, la paix, la réconciliation. Je crois que c'est un peu dans cette... on peut imaginer que c'est un peu dans cette logique-là que le président Laurent Gbagbo s'inscrit. Absolument, il s'inscrit totalement dans cette voie. Après 10 années quand même d'exil, je pense qu'il aspire à beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de paix et surtout retrouver la présence des personnes qui lui sont chères et qui l'ont manqué pendant ces nombreuses années. Et puis il a dit que le chemin de la réconciliation est encore long. Pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller jusqu'au terme de ce chemin.
Donc clairement, il s'inscrit dans cette voie-là. Et je pense que c'est ce que toute la Côte d'Ivoire attendait. On en est arrivé à un moment où la population, surtout la jeunesse, veut la paix. On entend souvent dans les micro-trottoirs qu'on peut voir sur Live TV, quand toute cette jeunesse demande aux politiciens, aux plus âgés, aux aînés, de continuer à faire régner ce climat de paix, aller à la réconciliation vraie. On disait inclusive, cette réconciliation-là. Quelqu'un disait c'est une réconciliation qui se ferait avec le président Laurent Gbagbo. Il est en Côte d'Ivoire, il prône cette réconciliation-là. Je crois qu'on est sur les bons rails. Oui, mais après, moi je comprends toute la ferveur qu'il y a autour du retour du président Laurent Gbagbo, surtout dans ces 4 jours-là. Mais il faut faire attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Le monsieur vient de rentrer. Il nous a donné ses priorités et c'est vrai que tout le monde l'attendait pour que ce processus de réconciliation se mette vraiment sur les rails, pour emprunter l'expression de Monseigneur Coutois. Mais en tant qu'homme, en tant qu'Ivoirien, il a vécu des drames, notamment la perte de sa mère, la perte de son ancien secrétaire général qui a enterré sa mère. Il a besoin de prendre un peu de temps pour lui. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Il faut laisser un peu de temps à l'homme qu'il est, de reprendre ses marques, de rentrer chez lui, de se retrouver avant de pouvoir maintenant retrouver l'homme politique. Voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'on a tellement envie d'entendre l'homme politique qu'on va peut-être remettre la charrue avant les bœufs et être déçu par ce qu'il pourrait être tenté de dire dans ces temps-ci. Et au moment où on se disait, il est rentré, il est allé à l'église, il a eu le temps de prier, vous êtes en train de dire, on devait laisser le temps d'enterrer les morts, de pleurer les morts, et puis de se recueillir, rechercher des marques. Et puis là, depuis ce matin, il y a des choses qui circulent concernant une certaine demande de divorce, et des communiqués qui arrivent, qui sont démentis et tout ça. Est-ce que vous pensez que cette tranquillité-là dont vous parlez, est-ce que vous pensez qu'on est en train de partir vers cette tranquillité-là? Oui, non, mais ce dont je parlais justement, c'est ça, c'est qu'on veut tellement entendre l'homme politique qu'on va s'affairer autour de tout ce qui n'a vraiment pas intérêt. Je veux dire, l'homme a sa vie. C'est ça. Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, a également sa vie. Il a le droit de divorcer, il a sa famille, de s'épouser, d'épouser qui il veut, il a sa famille. Il faut qu'on lui laisse un minimum d'intimité familiale. Je veux dire, aujourd'hui, je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'on polémique. Même dès qu'il arrive à l'aéroport, tout de suite, le premier truc sur lequel on est sur les réseaux sociaux, c'est il est venu avec une femme, son épouse est venue l'accueillir, on a commencé à interpréter des gestes qui... Il faut qu'on arrête à un moment, laisser l'homme revenir dans son pays, retrouver sa famille, retrouver ses amis, retrouver ses marques, et ensuite on verra le politique. C'est un Laurent Gbagbo un tout petit peu, je dirais, affaibli, fatigué, qu'on a vu. On va estimer que c'est peut-être la durée du voyage, mais en tout cas, à son arrivée à l'aéroport, on l'a vu assez fatigué. Donc vous l'avez dit, c'est un vrai besoin de repos, de tranquillité, et puis de reprise de marque peut-être. Mais je pense que c'est la base. Après 10 ans passés en exil, il rentre dans son pays, il doit réorganiser sa vie. Il doit réorganiser sa vie. Et aujourd'hui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Serge quand il dit qu'il faut lui laisser cette intimité-là, surtout au niveau de sa relation. Je veux dire, les relations homme-femme, c'est privé. Et surtout qu'il y a de grands dossiers qui l'attendent. Le dossier du FPI. Oui, donc il faut déjà, il faut déjà qu'ils mettent de l'ordre à un certain niveau pour pouvoir avoir les forces et la capacité, mentale pour pouvoir gérer. Et ça, ce sont un peu je pense, ce sont les conséquences de l'hypersacralisation d'un personnage politique qui est quand même populaire, qui a une notoriété qui dépasse les frontières de son pays, un peu comme certaines stars. Pour lesquels on attend beaucoup, pour lesquels on va jusqu'au fantasme. Voilà, jusqu'au fantasme, à créer des rumeurs, à créer des histoires, ou bien à broder sur des détails qui sont insignifiants pour les grossir, pour en faire un sujet d'actualité et sur lesquels tout le monde devrait se jeter. Donc, après, c'est des phénomènes qui sont pas nouveaux. Oui, c'est courant parce que c'est une personne qui est célèbre, qui est connue, qui est populaire et pour lesquels ses partisans et même l'opinion nationale et internationale a beaucoup d'attentes. Donc, qu'importe, même si c'est un petit sujet matrimonial, parce qu'en général, les hommes politiques... Mais en plus, dans le cas de Laurent Gbagbo, le sujet matrimonial flirte un tout petit peu le cœur du problème du FPI. C'est exactement comme on est tellement pressé d'entendre le politique sur les problèmes du FPI,
on a tendance à tout mélanger. Et que, bien sûr, les deux protagonistes, donc on parlé de réconciliation, de l'union, de la désunion au sein du parti qu'il faut rafistoler, qu'il faut rabibocher, mais les deux, on va dire, les deux leaders même de ce parti, si j'en mets un peu à Finguessan, Simone Naivé Babo et Laurent Gbagbo, ce sont ces deux-là qui concentrent un peu toute l'attention. Donc forcément, ils ont cette union où ils sont mariés, mais en même temps, ce sont les leaders du parti. Donc vous imaginez pour leurs partisans toutes les attentes qui sont derrière. Vous allez vous mettre à dos les partisans du FPI qui nous a dit que légalement, il était le président. Pour l'instant, on entend FPI bleu. Personnellement, on peut travailler ensemble sans être ensemble. Donc, à un moment, je pense que les partisans doivent leur laisser vraiment la possibilité de gérer leur vie privée. On peut ne pas être ensemble et travailler ensemble. En même temps, ce n'est pas un sujet qui intéresse que les partisans. J'ai même envie de dire, même les adversaires, ça les intéresse. Même les adversaires, parce que... même beaucoup plus les adversaires. Parce que, en termes de communication politique, derrière, lorsqu'on met le politique et sa vie privée et ses histoires de cœur, derrière, on peut chercher des failles qui peuvent servir à la communication de la partie adverse. Donc tout est bon pour pouvoir créer du fantasme derrière. Voilà, est-ce qu'il peut gérer un pays, ce genre de choses. Voilà ce qu'on entendait de la part adversaire. Je ne veux pas faire de comparaison gratuite, mais on a l'exemple de Nelson Mandela et Winnie, par exemple. Je dirais, ça s'est très bien passé après. Voilà, ils se sont séparés, il est sorti de prison, ils ont divorcé, mais voilà, je veux dire, ça n'a pas empêché l'homme politique de mener la carrière. Et puis, on est dans des pays aussi où, en général, si vous prenez par exemple des footballeurs qui ont réussi et qui, peut-être au bout d'un moment, après cette réussite, décident de marier une femme qu'ils ont rencontrée pendant leur présence dans un autre pays, on va se rappeler qu'il y avait une femme qui était là, qui a souffert avec le monsieur et qui n'a pas été finalement honorée de ce mariage, par exemple. Donc, mais le mariage, c'est pas la c'est culturel aussi, je pense. À un moment, si ça va pas, ça va plus, ça ne va plus. Donc il faut move on. Les gens, on vit pas pour les gens. Et vraiment, la population doit arrêter de garder en otage des personnes. S'ils s'entendent plus ou s'il y a un souci, laissez-les vivre, laissez-leur prendre les décisions qu'ils ont à prendre pour pouvoir avancer. C'est vrai, comme vous êtes personnage public également, vous savez bien que ce sont des choses... Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, votre vie ne vous appartient plus. Les gens sont très voraces. Ils sont à la recherche de ce petit détail-là qui va alimenter les causeries dans les chaumières et dans d'autres sujets. Donc forcément, c'est des choses qui vont faire jaser. Forcément. Oui, mais il faut se poser les bonnes questions. En tant qu'Ivoirien, aujourd'hui, je pense que même si on est adversaire politique de Laurent Gbagbo, on attendait quand même cet instant-là pour qu'il puisse rentrer pour véritablement mettre la réconciliation en marche. Donc il faut se poser les bonnes questions. Quel est le plus important aujourd'hui? Le plus important aujourd'hui, est-ce que ce sont les histoires de cœur de l'ancien président Laurent Gbagbo ou est-ce que c'est sa contribution à cette réconciliation qui n'a que de nom depuis une dizaine d'années en Côte d'Ivoire et qu'on a bien envie de voir sur les rails? Moi, je pense que c'est ça le plus important. On devrait laisser l'homme tranquille. Il a le droit d'avoir sa vie, il a le droit de faire ses choix au niveau du cœur, il a le droit de gérer sa famille comme bon lui semble. Maintenant, on attendra après qu'est-ce que le politique viendra apporter comme pierre pour la connaissant la capacité des Ivoiriens à passer rapidement à autre chose, de buzz en buzz, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que l'attention va se cristalliser sur cette histoire de couple. Et puis ensuite, on passera à autre chose comme on a l'habitude de le faire. En tout cas, pour une fois, comme je disais, il y avait la guerre des communiqués. Après, pour l'instant, on ne sait pas s'ils sont véridiques ou pas. Parce que... dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, on devrait avoir donc la confirmation que le deuxième document qui, lui, disait que le premier document était faux, lui-même. Oui, parce que c'est marqué Front Population Ivoirien, au lieu de Front Populaire Ivoirien. Déjà, ce document est faux. Donc à ce niveau-là, il y a déjà des indices qui... Pour replanter le décor, il faut dire que le premier document, en fait, c'est un document qui est soi-disant signé ou serait signé du conseil de Laurent Gbagbo, donc Maître Maintenon, et qui annonce officiellement la demande de divorce de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et on a un deuxième communiqué qui serait signé du docteur Assoua Adou, secrétaire général du Front Populaire FPI, qui dit que non, ça n'a jamais été le cas. Bon. Et sachant que rien n'a été publié sur le compte Facebook du docteur Assoua Adou, et rien n'a été également publié sur la page du FPI. Et donc, communiqué du Front Population Ivoirienne. De ce qu'on a comme information, que je reçois comme information, nos services ont joint le service de communication du Front Populaire Ivoirien qui disent que ce communiqué-là, du fameux Front Population Ivoirien, est faux. Voilà, est un faux document.
Attention aux fake news. Très bien. Exactement. Et justement, nous sommes avec Madame Ndobiti, Mao Florentine, épouse Ndobiti. Elle est directrice de cabinet adjoint du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Bonsoir Madame. Bonsoir. Cette fois, je crois que j'y suis arrivé d'entre. On est content de vous retrouver sur notre plateau. Aujourd'hui, notre entretien sera donc relatif à l'innovation des dispositifs légaux ivoiriens, relatif donc aux mesures de protection des victimes contre les violences domestiques, le viol et les violences sexuelles. Alors justement, on parle de violence sexuelle, on parle de viol, on parle de violence domestique. Comment on pourrait définir chacun de ces termes-là? Parce que si on les cite, il y a des différences. Oui, il y a effectivement des différences. Je vous remercie. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois. Déjà, la notion de violence domestique. La violence domestique, il y a deux hypothèses de violence domestique. C'est d'abord la violence qui a lieu au sein d'une même famille, dans une même habitation, entre personnes liées soit par le mariage, par le lien de parenté, ou bien même par un contrat de travail. Ce sont des personnes qui habitent ensemble et l'une d'entre elles exerce des violences sur l'autre. Je donne un exemple pour donner l'impression que j'ai bien compris. Alors donc, un époux ou une épouse donc, qui se battent, on parle de violence domestique. Oui. Des frères et sœurs qui se battent, on parle de violence domestique. Non. Allons-y un peu plus doucement. Un époux qui bat l'autre, parce qu'il s'agit ici de l'un des habitants de la maison qui exerce, qui a un pouvoir et qui use de ce pouvoir pour infliger des violences à l'autre. Donc, ce n'est pas une bagarre. C'est vraiment ce n'est pas une bagarre. Un enfant qui bat son père, une maîtresse de maison qui applique une équimoire chaude dans la paume de la servante, c'est une violence domestique. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, ce sont des violences que des personnes qui ont vécu ensemble, qui ont ce même lien que je viens de décrire, l'une de ces personnes inflige à l'autre alors qu'elles ne vivent plus ensemble. Très bien. Donc, ils Par ont exemple, été mariés. Ils ont été mariés, ils ont été concubins, Oui. ils ont été... Bon, ils sont toujours parents, mais ils ne vivent plus dans la même maison. Et l'un d'entre eux, qui a une autorité toujours, exerce des violences contre l'autre qui ne vit plus. Par exemple, un ex-concubin qui rencontre sa concubine dans la rue, peut-être avec quelqu'un d'autre, et qui la bat. Un ex-mari qui en fait de même. On parle de violence domestique. Très bien. Le viol, c'est une agression sexuelle. C'est le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles forcées avec la personne, donc sans le consentement de cette personne. Ou bien même, quand je parle de relations sexuelles, ce n'est pas seulement... Est-ce que c'est uniquement la pénétration? Oui, la pénétration avec soit le sexe ou bien avec d'autres éléments. d'autres éléments. Mais est-ce qu'il n'y a pas de violence, de viol, on va dire, oral? Voilà, moi je vais aller plus loin justement pour aller dans ce le sens-là. sexe et la bouche, Est-ce par que exemple. les violences domestiques dont vous parlez ne sont que physiques? Non, elles ne sont pas que physiques. Elles peuvent Il y a être également psychologiques aussi aussi. des violences psychologiques, des violences morales. Par exemple, quelqu'un qui, un époux qui profère des propos injurieux à l'encontre de son épouse, qui la traite entre griffes de bonne à rien, d'idiote, n'est bonne qu'à faire des enfants, de sorte que la santé morale, psychologique de cette épouse-là se dégrade. C'est une violence domestique. Et ça, c'est très commun. Encore faut-il qu'on arrive à faire le lien entre la dégradation de la santé morale de cette épouse-là. C'est le rôle Est-ce du que juge qui le sera mari a pu saisi dire de faire ce lien-là. Et les violences sexuelles? Les violences sexuelles, par exemple, les attentats à la pudeur. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont des actes de violence qui sont commis dans l'environnement familial, dans le foyer. Mais le viol et les violences sexuelles peuvent être commises autre part. Mais
Madame Ndebiti, il y a également ce fameux viol là dont on ne parle pas très souvent. Le viol conjugal. Le viol conjugal. Si. Le viol conjugal, c'est une violence domestique. Dans la violence domestique, il y a les violences conjugales. Et le viol conjugal est un exemple de violence domestique. Il s'agit pour un conjoint de forcer l'autre à avoir des relations. Il faut dire que dans le cas du viol conjugal, en raison du mariage, le consentement de l'épouse est présumé, enfin de l'époux, parce que l'épouse aussi peut violer son mari, est présumé. Donc il appartiendra au conjoint qui estime que l'autre lui a imposé la relation sexuelle de rapporter la preuve. En fait, quand je dis au conjoint, plutôt au ministère public, puisque c'est lui qui va poursuivre, de rapporter la preuve que cette relation sexuelle-là n'a pas été consentie. Mais comment est-ce qu'on prouve ça? Parce qu'aujourd'hui... En s'entourant des circonstances de fait. Parce qu'en matière pénale, la preuve n'est pas seulement matérielle. Il y a les témoignages, il y a... Mais pour un viol conjugal, c'est compliqué d'avoir des témoignages puisqu'on le fait dans la chambre. Oui, mais on écoute les époux. Chacun va relater le déroulement des faits. Est-ce que ça ne nécessite pas une réforme des textes au niveau du mariage, puisque le mariage également protège, ou voire même incite les époux au devoir sexuel? Justement, c'est parce que le mariage impose... Puisque ça devient même un motif de divorce également. Le mariage impose une obligation de vie commune, une obligation de lit, que dans le cas du viol conjugal, le consentement est présumé. On présume au premier abord, si vous avez eu des relations sexuelles entre conjoints, que c'était des relations sexuelles consenties. Okay. Donc il faut rapporter la preuve contraire. Alors qu'en matière pénale, la norme, c'est qu'on présume que l'infraction est constituée. Si quelqu'un autre que votre épouse dit elle a été violée, on présume qu'elle n'a pas consenti. Il appartiendra à la personne qui soutient qu'elle ne l'a pas violée à rapporter la preuve du consentement de l'autre. Pour le viol conjugal, c'est l'inverse. Alors, justement, juste avant la pause, on est d'accord que la violence domestique, le viol et les violences sexuelles sont condamnées. Oui. Et parlons d'innovation. Je voudrais signaler quelque chose. La loi, le projet de loi, parce que c'est un projet de loi, ça n'a pas encore été adopté. Exact. Le projet de loi dont nous discutons n'est pas un test de répression, c'est un test de protection. Je voudrais situer un peu le cadre dans lequel ce projet a été initié. Nous avons déjà des tests de répression qui punissent les violences, les actes de violence. Nous avons même procédé à une réforme du code pénal pour intégrer les violences morales, les violences psychologiques. C'est également un Petite projet... parenthèse, elles sont nombreuses en Côte d'Ivoire? Pardon? Elles sont nombreuses en Côte d'Ivoire? Les violences. Oui, les violences sont nombreuses. Je me réfère à un rapport de l'UNFPA de 2020 qui dit que pour la seule ville d'Abidjan, en 2020, on a eu une augmentation de 50% du taux de la violence domestique. Très bien. Donc, elles sont nombreuses. OK. Donc, les tests de répression existent déjà. Mais la question qui se pose, lorsque, comme dans le cas de la violence domestique, les faits ont lieu dans une maison où l'auteur de la violence et la victime cohabitent et que la victime est sous influence, tant que le jugement n'a pas encore été rendu, tant que la plainte n'a pas été portée, comment protéger la victime et l'inciter à porter plainte ou pas? Ce test-là vient donc édicter des mesures de protection avant toute procédure judiciaire. On a le temps de décortiquer le texte tout à l'heure. Je crois que Mme Bleu, elle est très prête pour cela. Elle a son stylo. Et Mme Mao Florentine, épouse Ndebiti, elle est directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Si on parle aujourd'hui des droits de l'homme, on parle des droits de la femme aujourd'hui, non?
Pardon? Je disais, on parle des droits de l'homme, droits de la femme, on parle de violence conjugale. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus celles qui sont victimes de ces... Les femmes et les enfants. Et les enfants. Les droits humains. Les droits humains, bon, vous le dites. Alors, on a parlé de réforme. Vous avez parlé de réforme du code pénal concernant les violences. Et vous avez également parlé de mesures de protection, parce que c'est ce qui est mis en avant, de mesures de protection avant toute répression. Quelles sont ces mesures de protection et à quel moment interviennent-elles? Je veux déjà établir une nuance. Il y a un projet de loi portant modification du code pénal et il y a ce projet de loi portant mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et autres. Moi, je crois que je posais toutes les questions de Mme Bleu, parce que chaque fois que Mme Bleu pose une question, Mme Doubiti se tourne que vers Mme Bleu. OK. Donc, du coup... Vous m'excusez. Non, On regarde au panorama. D'accord. Donc, les mesures de protection prévues par le projet de loi partent de l'interdiction du conjoint, de la personne fautive, de cohabiter avec la victime, à la séparation des résidences, si la personne auteur des violences détenait par exemple une arme à feu, obligation de la déposer, interdiction de fréquenter les lieux que la victime fréquente. En fait, le président du tribunal, qui est la juridiction compétente, prendra toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer la protection. Mais comment on fait victime. dans ce cas quand, par exemple, on a une femme ou un enfant qui est violenté et dans les mesures de protection, le juge donc décide que cette femme ou cet enfant puisse aller ailleurs. On prend des femmes, par exemple, qui dépendent de leur mari. Est-ce qu'il y a des centres qui existent pour accueillir ces femmes battues, violées ou ces enfants? On sait bien que c'est difficile d'avoir de Il y a un centre qui existe, mais il faut le juge... Est-ce qu'il est fonctionnel? Oui, il a été réhabilité en 2020, le Pavios. Le fameux Pavios. Il a été réhabilité en 2020. Mais est-ce que la capacité d'accueil n'est pas faible? On a 17 personnes. Je crois que sur ce point, je ne me prononcerai pas. Le ministère de la Famille est le département le mieux indiqué pour pouvoir vous parler de la capacité d'accueil. Mais on parle justement de cette loi qui protège. Ce qu'il faut retenir, c'est que le juge peut ordonner la résidence séparée aux frais de l'époux fautif, enfin du conjoint fautif. Du conjoint fautif. Quel est le process Oui, allez-y. pour une femme aujourd'hui qui nous regarde, qui souffre de violences conjugales, domestiques, en silence? Quel est le process qu'elle doit entamer? Vers où? Vers quelle porte est-ce qu'elle doit aller taper? Comment elle doit procéder pour obtenir justice? Je crois que le mot-clé de toute la c'est procédure. La procédure. Quelle est la procédure? La procédure. La victime peut porter plainte elle-même à la police, à la brigade de gendarmerie, directement devant le procureur de la République, ou bien saisir directement le président du tribunal, parce que c'est lui qui est habilité à prendre la mesure de protection, et lui faire état, par voie directe, par écrit, c'est un simple écrit, lui faire état de ce qu'elle est victime de violences domestiques, de viols, en fait, qu'elle entre dans le cadre de la loi. Le président du tribunal, au vu des éléments de fait, ce n'est pas une procédure contradictoire au départ. Il se contente d'entendre la victime, d'analyser ce que la victime lui dit, d'analyser ce que la victime lui produit comme élément. Il n'est pas exigé de certificat médical, il n'est pas exigé de documents spécifiques. Le juge forge sa conviction à partir de ce que la victime dit, à partir de ce que la victime lui produit. Lorsqu'il est convaincu qu'il y a risque, il y a un danger menaçant la vie de cette victime, il prend la mesure de protection qu'il juge adéquate. Il ordonne, disons par exemple, la résidence séparée en demandant à l'époux fautif de résider ailleurs. La décision du juge est immédiatement exécutoire. On la signifie à l'époux fautif. L'époux fautif, s'il conteste, il va immédiatement saisir le même juge. On dit qu'il le saisit en rétractation pour lui demander de revenir sur sa décision parce que ce qui est dit n'est pas réel. Et à ce moment, c'est une procédure
contradictoire où chaque partie viendra discuter. Mais en attendant, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on saisit le président du tribunal, il y a un délai de 24 heures parce que c'est une procédure d'urgence, parce qu'on estime qu'il y a danger pour la vie de la victime. Donc le président du tribunal qui est saisi a 24 heures pour rendre sa décision. Il rend la décision, elle est immédiatement exécutoire, on la signifie à l'autre partie qui peut le ressaisir à nouveau en rétractation. Mais la décision est exécutée en attendant que le juge statue sur la demande de rétractation. Le président du tribunal, lorsqu'il a entendu les parties, il a analysé les pièces du dossier et qu'il estime que la demande de mesures de protection est fondée, il ne rétractera pas son ordonnance qui va continuer à s'appliquer. Si par contre il estime qu'elle n'est pas fondée, il va rétracter l'ordonnance et la mesure de protection donc tombera. Alors moi j'ai une question. Tout à l'heure on parlait de viol conjugal et donc vous avez expliqué qu'un conjoint peut porter plainte pour viol contre son conjoint. Mais maintenant il y a beaucoup de personnes, souvent les hommes, on les entend dire mais je voulais avoir une relation, un rapport avec ma femme et puis elle me disait non à chaque fois. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces hommes-là? Quelle est leur solution à eux dans ce genre de situation, par exemple, ou une femme qui aurait... La loi sur le mariage a pour conséquence un certain nombre d'obligations, parmi lesquelles une obligation de vie commune, qui implique donc l'obligation pour les époux d'avoir des relations. Mais une obligation de vie commune ne signifie pas que l'un des conjoints puisse imposer à l'autre des relations sexuelles. C'est lorsqu'il impose ces relations que ça devient un viol conjugal. Donc, lorsque le conjoint refuse d'entretenir des relations conjugales, c'est une faute qui peut être une cause de divorce. On ne demande pas aux époux de divorcer. Mais ça veut dire que l'un des époux refuse de remplir ses obligations conjugales. Et lorsque l'un des époux refuse de remplir ses obligations conjugales, on peut saisir le juge des affaires matrimoniales qui procède également à des conciliations. Est-ce que c'est vrai qu'avant 2019, il n'y avait pas de cadre légal pour définir le viol conjugal? Non, le viol conjugal n'était pas prévu par la loi. Jusqu'en 2019? Même actuellement, le viol conjugal n'est pas... Ah si, il est prévu, pardon, excusez-moi. Le viol conjugal jusqu'en 2019 n'était pas prévu par la loi. C'était le viol tout court, non? Comment c'est possible? C'est une volonté du législateur de l'époque. Et depuis 2019, compte tenu de l'évolution de la société, le dispositif pénal a été adapté. Et ça, ce n'est pas parce que les femmes se sont véritablement saisies. Et puis, il faut dire aussi qu'avant 2019, le code pénal ancien date de 1981. À cette époque, le poids de la culture, le poids de l'éducation... Du patriarcat? Non, pas forcément. Non, de la culture. Faites pas attention à cette phrase-là. Faisait qu'on avait peut-être moins d'hypothèses de conjoints qui se refusaient peut-être à l'autre, ou bien moins de... En 38 ans quand même, il y a eu certainement beaucoup de viols conjugaux se passaient sous silence. Non, c'est certain qu'il y a eu beaucoup de viols conjugaux, raison pour laquelle le législateur de 2019 a adapté. Mais je veux dire qu'en 1981, lorsque le texte était adopté, le législateur n'avait pas pris la pleine mesure de ce phénomène. C'est après coup. Et avec cette augmentation dont vous avez parlé tout à l'heure, je pense que tout ça a dû permettre qu'on tire un peu sur la sonnette d'alarme. Madame Mao, Florentine, épouse Nzobiti, merci d'avoir été à notre compagnie. Alors on va suivre de très très près. Donc on l'a dit, c'est un projet de loi. Donc certainement que nous allons tous peut-être croiser les doigts pour que son adoption soit rapide. Et puis on aura l'occasion de vous avoir sur le plateau pour donner plus de détails à partir même de son adoption. Merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous, on vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.